All power to the people. 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 Responsabilité décoloniale, on va partir de l'enquête menée par Michel Bouffiou, qui est ici avec nous, je vais présenter dans un instant, qui a mené une enquête importante, qui permet d'éclairer à quel point la question du passé colonial de la Belgique reste encore aujourd'hui non résolue. Alors peut-être que certains d'entre vous, j'imagine que oui, ont entendu parler de son enquête d'investigation. Donc en tant que journaliste de terrain, il a investigué sur la présence du crâne de Luzinga, donc ce chef congolais qui a résisté à l'entreprise coloniale de dépossession et d'appropriation des terres. Donc ce crâne enfoui ou perdu quelque part à l'intérieur de l'Institut royal des sciences naturelles de Bruxelles depuis 1885. De quoi qu'il est Depuis combien de temps exactement est-ce qu'il est dans... Enfin, je sais qu'il s'est déplacé, il a changé de place. Ah oui, oui. Disons qu'il est en Belgique depuis... Ah, il est en Belgique depuis 1885 1886. 85, 86. Ok. 1800. Donc vraiment au moment où Léopold II s'apprête à planter son drapeau sur la zone du Congo. Donc autant dire qu'aux yeux de la société belge et son aptitude au déni colonial, Michel Bouffiou a sorti un cadavre du placard. Et en effet, cette enquête, jusqu'à aujourd'hui, est sous-médiatisée. Les médias mainstream ne s'emparent pas du tout du sujet, quand bien même les 6 présidents des partis politiques belges se sont déclarés favorables à la restitution du crâne à ses ayants droit. Force est de constater que le sujet reste vraiment enfoui quelque part, quelques personnes en parlent, mais il y a quelque chose qui n'atteint pas la sphère médiatique et publique. Et donc les organisateurs de cette soirée, donc Bruxelles Panthers, ont estimé que cette enquête représentait une des rares occasions qui nous étaient offertes d'aborder vraiment de front les enjeux d'une société qui ne s'est pas décolonisée, donc loin s'en faut, et donc ont décidé de rebondir sur cette enquête, autrement dit de battre le fer tant qu'il est chaud. Et donc moi je vais présenter ici les intervenants de la soirée, je vais expliquer un peu comment elles vont se dérouler. Voilà, et en tout cas ils vont essayer d'éclairer un peu la question de cette restitution depuis plusieurs regards, depuis leur position à eux. Alors voilà, je présente les intervenants. Michel Bouffiou est journaliste, il fait partie de la rédaction de Paris Match, Belgique. Donc il approche la 30e année de carrière. On le qualifie souvent de journaliste d'investigation, mais il se considère plutôt comme un journaliste tout-terrain, un curieux, voire un emmerdeur, ce sont ses mots, ce qui n'est pas un défaut dans son métier. Et donc Michel Bouffiou, lui, va prendre une petite vingtaine de minutes pour évoquer le contenu de son enquête, donc publiée le 22 mars 2018, et il va expliquer un peu les différents développements, dénouements, non-dénouements de cette enquête. Ensuite, les 3 autres intervenants, ils auront chacun plus ou moins un quart d'heure pour soulever les questions que pose cette problématique de la restitution et de la possession de restes humains, notamment dans nos institutions aujourd'hui. Ils vont l'éclairer depuis leur point de vue. Alors on a Thomas Lutumbwe, qui est historien de l'art, professeur notamment à l'ERD, aussi à la Cambre, et il va lui nous parler des processus de rapatriement des vestiges culturels, donc comment penser ces processus, éventuellement voir quelles autres expériences ont déjà eu lieu, parce que la Belgique est quand même fameusement en retard sur cette question de la restitution, donc quelles autres expériences dans quels autres pays. John Bouloula, qui est chargé d'asile et migration au MRAX, animateur du groupe de travail décolonisation au sein du MRAX, membre de la Fédération des Congolais de Bruxelles.
Son intervention à lui portera sur le point de vue d'un antiraciste, sur cette problématique de restes humains provenant de corps mutilés à l'époque coloniale et le caractère, plus précisément, le caractère raciste et systémique de la colonisation et de sa continuité jusqu'à nos jours. Olivier Mukuna, qui est journaliste et essayiste, dans son intervention va revenir sur le traitement médiatique, ou plutôt le non-traitement médiatique de ce dossier, et peut-être nous éclairer sur les interprétations de cette mise à distance d'un dossier par les médias mainstream. Donc après, tout ça, ça fera plus ou moins 1 heure, et on aura 1 heure d'échange avec le public. Voilà, alors pour ma part, je voudrais ouvrir le débat avec 3 questions, un débat qui prendra les tournures qu'il prendra. Peut-être juste amener l'idée que sur la question de la restitution, peut-être qu'on gagne à pas uniquement poser la question oui ou non, mais plutôt la question du comment et du pourquoi, et pourquoi avec sans doute des réponses au pluriel. Voilà, donc il me semble que les revendications ne doivent pas se limiter à la revendication, mais aussi de savoir comment se rapporter à ces objets. Et donc les 3 questions, des questions très simples, la restitution, c'est restitution à qui, puisque c'est une question qui paraît plus ou moins évidente. Bien sûr, il y a des descendants, il y a des ayants droit, ça c'est une évidence, mais on peut aussi se dire que c'est toute une société qui a été dépossédée de ces objets, et que ces objets avaient probablement de multiples fonctions. Donc quelles sont les composantes d'une société qui ont été dépossédées d'objets, sources de savoir, éventuellement d'échanges, de culte, de savoir spirituel. Et donc qui est en manque de ces objets par rapport à des groupes historiques et aujourd'hui. La deuxième question, la troisième, ce sont la même. Pourquoi c'est important? Voilà, c'est une réflexion me concernant. Donc en gardant ces objets, il y a des institutions qui conservent une autorité sur tout un continent africain, mais je pense aussi sur nous, ici, qu'on est aussi la proie de ce contrôle. Donc il y a un musée qui détiendrait un certain savoir, et surtout les afrodescendants qui seraient eux en manque de quelque chose. Et autre chose, pourquoi? Peut-être se rapporter à ces objets autrement qu'à partir du prisme colonial, qui raconte l'histoire de ces objets selon une version très très partielle, et donc comment s'y rapporter autrement pour proposer d'autres perspectives. Donc c'est se dire que les objets sont capables de nous dire beaucoup de choses, mais que finalement on les tait, on les fait taire. Et voilà, donc je passe la parole à Michel Bouffiou, qui me semble justement avoir fait parler ce crâne en long et en large sur la question des luttes, des résistances, qu'on connaît finalement très peu. Voilà, donc ça c'était pour un peu ouvrir le débat, mais il va se poursuivre avec nos intervenants. Et maintenant je leur laisse la parole. J'oublie de dire que je privilégierai peut-être les questions ou les prises de parole de la gente féminine. Comme ça on rééquilibrera. Voilà. D'accord. Mais c'est une joke. Voilà. Donc moi je vais essayer de vous raconter un peu cette enquête que j'ai faite. Et d'abord je voudrais commencer par des remerciements à Madame Georgine Obio qui n'est malheureusement pas ici, et à Martin Van der Elst qui est là, et qui m'ont donné les premiers fils à tirer pour faire cette enquête. Donc je les remercie vraiment chaleureusement. Alors je voudrais commencer mon récit par 3 courtes citations. Alors ne soyez pas inquiets, je ne me suis pas trompé de conférence. Mais, la première citation, c'est un extrait d'un livre qui s'appelle L'Ordre du jour, qui est un texte interpellant d'Éric Vuillard, qui vient de recevoir le prix Goncourt et qui dénonce les complicités du monde financier et industriel allemand avec le nazisme avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Et dans ce livre, il y a cette phrase qui correspond, je crois, assez bien à la soirée, à notre réunion de ce soir. Cette phrase, c'est « Si l'on soulève les haillons hideux de l'histoire, on trouve cela, la hiérarchie contre l'égalité et l'ordre contre la liberté. » La hiérarchie contre l'égalité. Dans un roman qui a reçu aussi le prix Goncourt, un autre roman, là c'est beaucoup moins mérité me semble-t-il, mais qui s'appelle Boussole et qui est écrit par Mathias Sénard. L'auteur raconte l'histoire d'amour impossible d'un orientaliste avec l'une de ses consoeurs.
Et il écrit notamment cette phrase. « Il n'est certes pas facile de conter fleurette à une jeune femme qui vous parle de bataille, de cadavres pourrissants et de têtes arrachées. Mais elle relatait ces histoires avec une véritable compassion. Avant de pouvoir songer au beau, il fallait se plonger dans la plus profonde horreur et l'avoir parcourue tout entière. » Voilà ce qu'était la théorie de Sarah. Eh bien, je trouve que cette théorie de Sarah est très bonne. Elle est assez proche, en fait, de ce qui a été ma démarche lorsque j'ai réalisé cette enquête. Parce que, oui, il faut oser se plonger dans la plus profonde horreur. Oui, il faut oser la parcourir tout entière. Et oui, la Belgique doit regarder son passé colonial droit dans les yeux, sans faux semblant. Alors bien sûr, une telle démarche ne met pas en lumière de belles choses, mais je suis persuadé qu'elle est de nature à construire beaucoup de belles choses, et que je résumerai ici en ces quelques mots: vérité, respect et dialogue. Alors voici maintenant ma troisième citation, qui est une source beaucoup plus populaire, mais elle va me permettre d'entrer de plein pied dans le récit des actes criminels dont s'est rendu coupable un militaire belge très décoré. Je vous propose à découvrir en image. Ah, ça ne fonctionne pas, donc je vais vous la raconter. En fait, c'est un extrait que vous deviez voir du film Le Bon, la Brute et le Truand, dans lequel, à un certain moment, Clint Eastwood dit, qui joue le bon, dit à un autre acteur qui joue le truand, il dit « Le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. » Alors on remarquera donc en effet que c'est le bon qui tient cette phrase dans le film, et là nous sommes parfaitement dans le sujet qui nous occupe ce soir. Parce que l'homme qui a été qualifié de bon dans l'histoire que je vais vous raconter, en rentrant au pays après une expédition de 3 ans, entre 1882 et 1885, dans la région du lac Tanganyika, s'appelle Emil Storms. Alors en 1886, peu de temps après son retour au pays, il fut célébré dans plusieurs assemblées où il parla de son rôle et du rôle d'un autre homme, le truand, entre guillemets, avec dans cette histoire, et je vous présente Lusinga Iwa Nkombe. Je vais bien prononcer? Je vais prononcer comme j'ai dit. Alors, aussi le 16 mars 1886, à Anvers, Storms raconte ses aventures africaines devant un parterre conquis de la Société royale belge de géographie. Et lors de cette conférence, il dit ceci: « Lusinga, un grand chef de mon voisinage, mais un grand brigand s'il en fut, le truand, surprit un jour un village qui s'était placé sous mon protectorat. J'eus le bonheur, d'en délivrer le pays. Il a expié ses crimes. » Ce jour-là, le discours se finit par ces mots qui sont suivis d'applaudissements prolongés: « Qu'il me soit permis de conclure que la grande œuvre de notre roi a largement contribué à la civilisation de l'Afrique centrale. » Alors le brigand est parmi nous ce soir, enfin pas vraiment, c'est une impression en 3D de son crâne, une reproduction en résine de ce qu'il reste de lui, et une reproduction du crâne qui séjourne en Belgique depuis plus de 130 ans. Et si vous êtes là ici ce soir, vous savez sans doute qu'il est conservé dans une boîte qui se trouve au musée des sciences naturelles à Bruxelles. Alors le 3 mai 1886, pas très loin d'ici, le crâne de Lusinga, ainsi que deux autres crânes qui eurent la tête, de chefs qui eurent la tête tranchée, furent l'objet d'un exposé devant la Société d'anthropologie de Bruxelles. Émile Houzet, un médecin et professeur à l'ULB, il présenta Storms dans le rôle du bon, bien évidemment, et pour le conférencier, Storms était un courageux et énergique explorateur. Et bien sûr, Lusinga était le truand. Émile Houzet, lors de cette conférence, prit le crâne de Lusinga en main, et à un public de monsieur de la bonne société, il dit de cet homme qu'il était, je cite, cruel, avide et vindicatif. Alors nous sommes à l'époque de la craniométrie ou de la craniologie, à la fin du XIXe siècle, et cette discipline de l'anthropologie physique préconisait de mesurer des crânes, de les comparer pour en tirer des conclusions sur la supériorité de certaines races ou cultures. C'est aussi l'époque, rappelons-le, des os humains, des nègreries
et autres cabinets de curiosité où l'on montrait différents objets ramenés d'Afrique. Et Houzé était considéré comme un scientifique crédible à son époque, et il a notamment défendu l'idée de la supériorité morale et physique des Wallons sur les Flamands. Et c'est ainsi que le truand fut décrit tel un sous-homme. Le 3 mai 1886, manipulant le crâne de Lusinga devant son public, Houzé pérore, et il utilise des mots savants pour aligner une série d'inepties teintées de racisme. Et par exemple, il a eu cette phrase « L'angle biorbitaire est très ouvert, ce qui n'est pas un caractère pithécoïde, ne me demandez pas ce que ça veut dire, mais un caractère d'infériorité dans les races humaines. » Alors, quelques années plus tard, un buste à la gloire de Storms, devenu général, est installé au square de Méus, tandis qu'une copie de ce buste est aussi présentée au musée du Congo, qui va recueillir les crânes ramenés par Storms en Belgique, dans sa collection d'anthropologie physique. De même que plusieurs statuettes volées à l'occasion de razzias opérées sur les villages de Lusinga en décembre 1884. Voilà, ça c'est la fin de l'histoire officielle, une histoire unilatérale, tronquée et partisane. Alors reprenons depuis le début. Le militaire Emile Storms était le chef de la 4e expédition de l'Association internationale africaine, une organisation créée par Léopold II pour assouvir son ambition de créer une colonie en Afrique centrale. L'AIA affichait des ambitions civilisatrices et anti-esclavagistes, mais il ne s'agissait de rien d'autre que d'une entreprise de conquête s'inscrivant dans la course que plusieurs puissances se livraient à l'époque pour coloniser l'Afrique centrale. Alors le plan d'action était simple, occuper un maximum de territoire, planter le drapeau bleu avec une étoile dorée de l'AIA et soumettre les populations locales. En parallèle, dans les sphères diplomatiques, Léopold II préparait le moment où cette occupation de fait serait officialisée par les chefs d'État européens. Et ce fut le cas le 26 février 1885, quand il se vit livrer le Congo comme propriété personnelle. Alors Emile Storm quitte la Belgique le 5 avril 1882. Il fait un long voyage qui va le conduire jusqu'à Karema, sur la côte orientale du lac Tanganyika, qui est actuellement une ville qui se trouve actuellement en Tanzanie, où se trouvait la première station fondée par l'AIA en 1879. Il devait en reprendre le commandement, ce qu'il fait le 27 septembre 1882. Il renforce d'abord les fortifications. Et puis après, il est rejoint par 2 membres allemands de l'AIA, puisqu'il y avait des Allemands également qui collaboraient à cette association. Et sa première activité est de mener un certain nombre de combats contre des chefs locaux qui osaient contester son autorité. Et puis après, il s'installe. Et donc au printemps 1883, il traverse le lac Tanganyika avec 27 de ses hommes armés et décide de créer une nouvelle station. Et cette station portera le nom du chef local, Mpala. Alors nous voici maintenant dans Le Bon, la Brute et le Truand, et peut-être plus encore dans un épisode du Parrain. Et on le voit dans son journal quand Emile Storms raconte son arrivée à Mpala. Alors je vous lis son arrivée à Mpala. Je fis appeler, c'est dans son journal donc que j'ai lu intégralement et qui se trouve, c'est accessible à qui veut y avoir accès, qui se trouve au musée de Tervuren. Je fis appeler le chef de Mpala et lui communiquer mon intention de m'établir sur son territoire. Entouré d'une nombreuse escorte, le chef prit place devant ma tente, à la porte de laquelle je me tenais. « Homme blanc, dit-il, aux objets que tu as débarqués, je vois que tu veux bâtir ici. Comme tu es plus fort que moi, si je te refuse l'autorisation, tu construiras quand même. Donc, il vaut mieux que l'on s'entende. » Storms lui répond, « D'après tes paroles, chef de Mpala, je comprends que tu es un chef intelligent. Je ne suis point venu pour te faire la guerre, au contraire, je désire être l'ami de vous tous, mais dis bien à tes collègues que, quelle que soit leur décision, je veux construire là-bas sur le cap. En même temps, j'étendis le bras dans la direction que je voulais occuper.
Quelques jours plus tard, le 4 mai 1883, la station de Mpala est officiellement fondée. La première mention de Lusinga dans le journal de Storms est datée du 16 mai 1883. Il écrit « Le 16 mai, Mpala manifeste le désir de se faire mon frère de sang. Je réponds favorablement à cette demande. Ma présence inspire la peur dans la contrée. Il y a même des petits groupes d'habitants qui désertent la contrée. La cérémonie de l'échange de sang fera disparaître ces craintes. Je reçois la visite de Lusinga. Quelle mauvaise figure! Ce n'est peut-être pas le chef le plus important du Marungu, mais c'est certainement celui qui est le plus craint. Il fait bon de s'en défier. Il a déjà commencé par demander de la poudre, mais je n'ai pas satisfait à sa demande. D'emblée, Lusinga apparaît donc comme un potentiel opposant dont il fait bon se défier. Le 27 juin 1883, dans le journal de Storms, jour de cet échange de sang avec Mpala, il écrit « Aujourd'hui, nous procédons à la cérémonie de l'échange du sang avec Mpala. Lusinga, qui est arrivé ici depuis 2 jours pour me saluer, me sert de parrain. » Donc là, les choses se sont un peu calmées. Et c'est à mon sens ici qu'on est déjà à un tournant de cette histoire. Le lieutenant écrit, enfin c'est un moment clé, je veux dire, de cette histoire. Le lieutenant écrit « Lusinga, chef d'une vaste contrée à 2 jours de marche à l'ouest de Mpala, présidait la fête. Il était venu à Mpala pour me saluer. Le chef Mpala, me voyant approcher de son village avec des forces considérables, se prit d'une peur atroce. Mon roitelet se figurait, ni plus ni moins, que je venais pour m'emparer de sa résidence. Lusinga riait de bon cœur, de la crainte que j'inspirais. Pour dissiper la peur de Mpala, il me conseilla de procéder à la cérémonie en dehors de l'enceinte. Lusinga apparaît donc une nouvelle fois comme un personnage fier qui ne s'en laisse pas compter. D'ailleurs, après la réalisation du pacte, Lusinga prend la parole en ces termes. C'est Storms qui lui donne la parole quelque part dans ses écrits. Et donc Lusinga dit « Homme blanc, le serment d'amitié par lequel vous vous liez aujourd'hui, doit être sincère. Vous venez au milieu de nous. Vous ne pouvez pas nous mépriser. Si vous faites du mal à Mpala ou à l'un des siens, vous mourrez. Si vous lui faites la guerre, vous mourrez, tous les vôtres mourront et votre puissance finira. » Un discours très différent du chef de Mpala, dont les propos sont cités à quelques reprises dans les écrits de Storms. Ce chef plus collaborant préférait des tirades du genre, c'est aussi dans le journal de Storms, « Je suis votre enfant, mes enfants sont les vôtres et ma contrée la vôtre. » Ce qui conduisit Storms à considérer que le chef Mpala fut le nègre le plus sympathique, je cite, que j'ai rencontré en Afrique. Storms éprouvait évidemment des sentiments exactement, normalement ça fait 20 minutes, hein. Storms éprouvait des sentiments exactement opposés à l'égard de Lusinga, et dans une lettre qu'il écrit le 19 décembre 1883 à Maximilien Strauch, le secrétaire général de l'AIA, il dit ceci. « Au Marungu, j'ai eu une petite difficulté avec le fameux Lusinga. Le fond de l'affaire est que je lui ai refusé de la poudre. Il a dit qu'il couperait la tête au premier homme de ma station qu'il le rencontrerait. S'il a le malheur de mettre son projet à exécution, la sienne pourrait un jour arriver à Bruxelles avec une étiquette. Elle ferait bonne figure au musée. » Cette tête est en effet, ce crâne est en effet avec une étiquette. C'est dommage qu'on n'ait pas les images, mais bon, il est bien au musée des sciences naturelles avec une étiquette marquée « Collection Storms ». Cette lettre faisait écho à une autre lettre qu'il avait reçue de Strauch le 20 juillet 1883, dans lequel donc ce proche de Léopold II, ce personnage important à l'époque, avait écrit donc à Storms « Nous vous approuvons de consacrer vos loisirs à la formation de collections d'histoire naturelle. Ne vous pressez pas d'expédier en Europe vos échantillons. Ne manquez pas non plus de recueillir quelques crânes de nègres indigènes, si vous le pouvez, sans froisser les sentiments superstitieux de vos gens. Choisissez autant que possible les crânes d'individus appartenant à une race bien tranchée,
et dont le caractère n'a pas subi de modifications physiques par suite de croisements. Notez soigneusement le lieu d'origine des sujets, ainsi que leur âge quand cela est possible. On a vu la lettre de Lusinga où il dit qu'il verrait bien la tête la lettre de Storms où il dit qu'il verrait bien la tête de Lusinga dans un musée, son crâne avec une étiquette dans un musée. Donc je vous rappelle la date, c'est en décembre 1883. Et donc en décembre 1884, un an après, ce qui montre que le crime était quelque part tout à fait prémédité, Storms commande une attaque contre les villages de Lusinga par 100 hommes, des mercenaires, et il la raconte aussi dans ces termes dans son journal. Le premier coup de fusil qui part est adressé à Lusinga, qui tombe, mortellement blessé. Il dit qu'il est mourant, mais au moment où la dernière syllabe expire sur ses lèvres, il a la tête tranchée, qui est promené sur une lance pendant que l'attaque générale se produit dans le village. C'est un pêle-mêle indescriptible. 3 autres villages ont le même sort. Vers midi, il n'existe plus de la toute-puissance de Lusinga que 4 monceaux de cendres. Grande quantité de vivres sont tombés aux mains de mes guerriers et un repas est pris sur le champ de bataille même. La phrase suivante, je ne sais pas comment il faut l'interpréter, je ne sais pas, en fait c'est assez choquant et donc on se demande si ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc je reprends. Grande quantité de vivres sont tombés aux mains de mes guerriers et un repas est pris sur le champ de bataille même, dont les frais sont fournis par la dépouille du vaincu. 50 à 60 hommes ont trouvé la mort sur le champ de bataille et 125 personnes sont tombées entre nos mains. Tout ce qui a échappé aux flammes est devenu le butin de nos guerriers. 50 à 60 morts, c'est 50 à 60 morts d'un seul côté, du côté des villageois. Il n'y a eu aucun mort du côté des assaillants. 125 prisonniers, on ne sait pas ce que ces personnes sont devenues. Dans les années 70, l'anthropologue Allen Roberts a fait un livre, a fait une expédition, enfin une étude sur place. Il a écrit également un livre assez extraordinaire sur cette histoire de Lusinga, cet affrontement entre Lusinga et Storms. Et quand il a rencontré, c'est un livre qui malheureusement a été publié par une université américaine et qui n'est disponible qu'en anglais. Mais voilà, enfin, si vous lisez l'anglais, je vous le conseille. Il est vraiment très, très intéressant. Et il évoque la tuerie. Et il explique aussi qu'il y a eu d'après la mémoire locale, il y a eu un tri opéré après par les mercenaires de l'AIA entre les captifs, certaines étant exécutées, les moins jolies, entre guillemets, d'autres étant victimes de viols collectifs. Dans ses mémoires, Storms ne dit pas un mot des différentes statuettes qui sont volées à cette occasion et qui sont aujourd'hui au musée de Tervuren et qui font partie des trésors du musée de Tervuren, entre guillemets. À la suite de cette expédition punitive, Storms croit être tout-puissant, donc il y a plusieurs chefs qui vont se soumettre. Je passe les détails. Je vous cite juste une phrase qui est quand même assez symptomatique de sa manière de procéder. Donc le 9 décembre 1884, c'est-à-dire quelques jours après la tuerie, il écrit dans son journal ceci. Il faut imaginer qu'il est au milieu de Mpala avec des gens autour de lui, des gens du village, de la station. Je fais apporter la tête de Lusinga au milieu du cercle. Je dis, voilà l'homme que vous craigniez hier. Cet homme est mort parce qu'il a toujours cherché à détruire la contrée et parce qu'il a menti à l'homme blanc. Le 15 décembre, il écrit encore « J'ai pris la tête de Lusinga pour la mettre dans ma collection ». Il écrit encore le 18 avril 1885 « On sait que j'ai pris quelques têtes de chefs dans ma collection
et cela inspire une sainte horreur. On dit que je veux toutes les têtes des rois de la contrée. J'en ai presque fini, c'est la dernière feuille. La fin du parcours de Storms dans la région ne sera pas très heureuse pour lui, puisque tout de même, à la suite de tous ces méfaits, il y aura un semblant de résistance, et le fort qu'il avait construit là-bas sera attaqué et disparaîtra en partie dans les flammes. D'ailleurs, il s'en plaint dans ses mémoires également en disant « Quel triste spectacle, toutes mes collections sont perdues ». 150 clichés photographiques, collections d'histoire naturelle, ethnographiques, physiques, géologiques, minéralogiques, etc. Journaux, cartes, en un mot, tout. Il ne me reste qu'une pierre pour m'asseoir, je suis obligé de faire bonne contenance, car si je fais mine que ma situation est compromise, tout le monde m'abandonnera. Je ne crois pas qu'on a très envie de peindre l'homme, mais enfin, voilà, son désarroi à ce moment-là. Apparemment, ces crânes n'ont pas brûlé, puisqu'il les a ramenés en Belgique. Storms revient en Belgique en 1885, avec les 3 crânes dans ses malles, quelques statuettes. Et ce crâne, aujourd'hui, se trouve, après avoir été donc l'objet d'un exposé devant la Société d'anthropologie de Bruxelles, après avoir séjourné un temps dans l'appartement de Storms à la chaussée d'Ixelles, dans le quartier Matongué, ce n'était pas encore le cas à l'époque, après son décès de Storms, le crâne a été donné au musée du Congo, qu'il a introduit dans ses collections d'anthropologie physique. Lesquelles collections ont été transférées en 1964 au musée des sciences naturelles, où il se trouve toujours. La seule histoire que nous raconte le musée des sciences naturelles, et je conclus par ça, aujourd'hui, la seule information quand on va là-bas que l'on peut trouver, c'est ceci. C'est ce qui se trouve dans un registre de... Ici, j'ai des photocopies du registre. Je vais vous montrer, voilà. Je ne sais pas si on voit très bien, on ne saurait pas lire, mais vous voyez quoi. Voilà. C'est un registre manuscrit dans lequel on a noté consensueusement d'année en année tous les restes humains qui sont rentrés au musée du Congo. Je ferai un papier prochainement là-dessus d'ailleurs. Et donc, que reste-t-il de l'histoire de Lusinga au musée des sciences naturelles? C'est ce qu'il y a dans ce registre. Numéro 151, désignation, crâne sans mâchoire inférieure, renseignements divers, Lusinga. Expéditeur, Storms. Justification, D19. Observation, inscrit le 19 du 8 1935. Et voilà. Donc voilà, maintenant je vais m'arrêter là parce que je voulais faire l'exposé des faits. Et voilà, je prendrai encore la parole après pendant le débat. Voilà. Merci beaucoup. Merci. De rien. Je propose de passer la parole à Jones. Oui. De par la présentation qu'a faite M. Bouffiou, il faut se dire que le cas Lusinga n'est pas un cas isolé. C'est-à-dire le système colonial tel qu'il s'est mis en place, les pouvoirs coloniaux se considérant comme de race supérieure, se sont donné les mots me manquent, mais ils se sont permis d'aller sur des terres habitées par d'autres êtres humains qui ne considéraient pas comme des êtres humains à part entière, pour aller s'approprier leurs terres et les exploiter. Et donc, les pouvoirs coloniaux utilisaient tous les moyens qui étaient en leur possession, justement pour pouvoir s'accaparer de ces terres et pour pouvoir les exploiter. Alors, dans leur processus,
se retrouver face à des Africains ou des Noirs qui se permettraient de résister à leur entreprise, ils ne pouvaient pas l'accepter. Parce que justement, il n'était pas... les êtres noirs, les Africains n'étaient pas considérés, ne pouvaient pas avoir de droits, ne pouvaient pas se permettre d'être des égaux et prétendre à des droits et à posséder ou à contester le fait que les dominants, les blancs de l'époque, se permettaient de venir les spolier. Alors que, voilà, que des étrangers viennent dans votre pays, s'approprier vos terres et se mettre à piller et à tuer tous ceux qui résistaient, ça pouvait amener les populations, les autochtones, à résister, et notamment les chefs, les responsables des personnes comme le chef Lusinga, ne pouvaient que naturellement s'opposer et vouloir défendre les leurs. Mais malheureusement, le système colonial qui ne considérait pas, qui ne donnait pas une certaine considération à ces populations, ne pouvait pas admettre que ces populations osent entraver le système et l'exploitation. Et donc, en ce moment-là, le sort réservé à ces chefs coutumiers ou par après à des personnalités comme Lumumba et autres est le même, c'est-à-dire les réprimer, les tuer et donner un exemple au reste de la population pour qu'ils n'osent même pas remettre en question l'entreprise coloniale. Et de l'autre côté, le même système colonial veillait à ce que, à travers une certaine propagande, à diaboliser l'image de ceux qui pouvaient être des héros qui venaient justement contester leur propagande. Et c'est tout à fait normal qu'on voit alors des populations, disons, belges d'ici, à qui on a vendu le discours des peuples sauvages d'ailleurs, donc des peuples pas exactement. Des personnes comme étant des grands sauvages, des grands barbares, et un peu des terroristes comme on le voit aujourd'hui. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, le système colonial s'est arrêté? Est-ce que cet esprit de déconsidérer ces populations n'existe plus ici en Belgique? Je pense que non, parce que si déjà le fait que, par exemple, le journaliste a pu débusquer cette histoire qui est vraiment une histoire qui ne peut que, tout être humain ne peut qu'être choqué, ne peut qu'être révolté, que les médias ici en Belgique, que les cercles d'intellectuels, que d'autres milieux ne réagissent pas et ne trouvent pas cette situation grave, cela dénote que la considération que l'on a encore aujourd'hui de ces populations du Sud, de ces populations noires, reste toujours dans l'inconscient ou dans le conscient de certains, traités comme des gens inférieurs. Les souffrances que ces personnes subissent, les injustices que ces personnes subissent ne sont pas pesées, ne sont pas considérées au même titre que des souffrances ou des injustices que subiraient pour ne pas dire des Occidentaux ou certaines personnes. Donc, pour nous qui luttons contre le racisme, nous sommes convaincus que la décolonisation ne s'est pas encore faite, ou les conditions pour qu'il y ait une décolonisation ne sont pas encore réunies ici en Belgique sur plusieurs plans. Il faut voir les milieux culturels, il faut voir les milieux médiatiques, il faut voir comment sont traités les faits, les massacres, les morts en Afrique ou ailleurs dans le monde, comment on présente les images, comment les gens réagissent. Il faut voir quand les associations qui dénoncent les atrocités qui se passent dans le reste du monde, comment cela est traité ici. Ce n'est pas traité de la même manière que quand il y a 2-3 morts ou quelques morts occidentaux dans le monde ou ici. Donc, la hiérarchie, la considération des différenciations des races, pour nous, existe encore parce que justement, le travail de décolonisation, le travail de considération
de l'autre, l'ancien colonisé, le noir, le travail pour changer ce regard n'est pas encore complet. Et franchement, le travail que M. Bouffi a fait, c'est honorable, puisque pour nous qui nous battons sans cesse pour décoloniser les mentalités ici par plusieurs mécanismes, nous nous retrouvons face à un blocage, face à un système qui ne veut pas accepter de remettre en question, de se remettre en question, de considérer des choses qui sont très 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 graves comme n'étant pas si graves que ça. Et nous remercions vraiment M. Bouffi pour le travail qu'il fait. Et nous espérons aussi que les racisés, comme on dit aujourd'hui, nous qui sommes les descendants des personnes qui avons subi autant d'injustices et qui continuent encore à subir ces injustices aujourd'hui, un manque de considération aujourd'hui, nous espérons que la plupart des racisés se rendent compte que les principes de droits de l'homme, les principes d'égalité de race qu'on entend, qu'on lit, les déclarations universelles de droits de l'homme, etc., que voilà, nous n'en faisons pas vraiment partie, nous ne sommes pas encore considérés à cette place, mais nous devons nous-mêmes aussi nous rendre compte de cela et nous battre pour avoir cette place-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a plus d'esclavage, entre guillemets, ni de colonisation, même si les entreprises, les multinationales continuent à piller l'Afrique, continuent à appauvrir l'Afrique. Mais cela se fait avec une complicité d'intellectuels formés par Faisal Occident ou des personnes ayant acquis des connaissances intellectuelles en Afrique. Et donc nous devons nous rendre compte que nous aussi nous participons au fait que de par notre manière de ne pas voir certaines choses telles qu'elles sont, nous contribuons au fait de continuer à être regardés de cette manière, à être traités de cette manière. Moi, ça me choque encore aujourd'hui de voir comment l'Union européenne, spécialiste d'honneur de leçons de droits de l'homme, comment l'Union européenne continue à laisser des Africains aujourd'hui qui viennent du Soudan, d'Éthiopie, des pays comme le Congo, où on sait très bien qu'il y a qu'il y a la guerre et des conflits, les laisser finir dans la mer Méditerranée par centaines, par milliers. On n'en parle pas tellement. Au Congo, il y a des millions de morts. Dans les médias, ici, on n'en parle pas tellement. Voilà, qui est un crâne qui a été arraché d'une personne qui ne faisait que défendre ses terres, qui défend les siens. Il n'est pas venu ici en Belgique menacer les Belges ou vouloir s'accaparer des biens belges ou violer les Belges. Mais voilà, ce crâne est ici. Pour quelle raison? La justice n'en parle pas. Il y a eu un autre ancien colonial qui s'est vanté d'avoir participé à l'assassinat de Lumumba et qu'il possédait les dents de Lumumba. Moi, je pensais que dès le lendemain, le procureur, etc., se leverait et lui ferait un procès et que le type, on le mettrait, je sais pas, dans une prison à côté du trou, à côté de... Non. Le type est resté libre. Le sujet, voilà, on peut le condamner verbalement. Mais après, bon, la vie continue. C'est que une personnalité d'ailleurs qui ne compte pas beaucoup ou qui se serait permis de défier la puissance coloniale, la puissance de l'époque, qui a été punie de cette manière. Donc, et lorsqu'on voit encore des discours aujourd'hui par rapport à la place de Lumumba, certaines autorités politiques, certains disent que c'est pour des raisons électoralistes, bon, n'empêche qu'ils reconnaissent quand même qu'il faut revoir l'histoire et reconnaître les crimes commis dans l'histoire et de reconnaître qu'il faut quand même une place pour Lumumba, une personnalité qui est considérée comme un héros par une grande partie de la diaspora et par une grande partie de l'humanité. Ben, on voit en face des anciens coloniaux ou des coloniaux qui se considèrent toujours comme supérieurs de leur leçon se lever et tenir des propos haineux justifiant des faits qui, ici, que des politiciens soient en opposition, ben, ils règlent leurs problèmes selon les règles. C'est pas pour autant qu'on va en tuer, en arracher des dents ou faire fondre les gens dans l'acide. Mais que cela se passe ailleurs dans le monde, ça se justifie. C'est des choses inacceptables. Et donc, que la population, que des politiques, que les entreprises le fassent, ok, mais que la population observe, que les gens regardent, que même des populations, des pays racisés, des populations, des États où ces héros ne réagissent pas, il y a un problème. Donc il faut vraiment travailler
il faut avoir cette démarche de décolonisation, travailler toute cette falsification historique qui s'est ancrée dans beaucoup de gens. On a érigé en héros des grands criminels racistes, comme M. Storm, que son monument reste toujours là, place Cœur de Lion, que le monument de Léopold II soit là où il est, il y a un problème. Et ceux qui osent de temps en temps se lever et remettre cela en question, ils sont quasiment traités ou classés comme des terroristes. C'est pas acceptable. La justice, on se demande de quel côté elle est. Mais d'un autre côté, étant moi descendant descendant d'Africains, je n'attends pas non plus que l'ancien tortionnaire se remette en question et vienne lui-même me dire voilà, je reconnais mes erreurs et voilà, je vais restituer le crâne d'un ancien chef coutumier de chez vous. Voilà, on a mis à sac votre culture, on a mis à sac vos États, on a tout détruit et voilà. Non, je ne m'attends pas à ce qu'ils se remettent en question de même. La place de Lumumba, si aujourd'hui certains veulent quand même ne fût-ce que reconnaître, ne fût-ce que baptiser une place et reconnaître Lumumba, c'est parce que des associations se battent, c'est parce que des gens se sont levés, c'est parce que voilà. Et donc, à ta question restituée, oui, mais il faut se battre pour que ce crâne soit restitué. Ceux qui se sont accaparés l'ont volé, l'ont arraché, parce que considèrent pas ces personnes-là comme ayant une certaine valeur et ils ne restitueront pas tant qu'ils ne seront pas amenés à reconnaître la gravité des actes, la gravité des faits, et tant qu'ils continueront à considérer les autres comme étant, comme n'étant pas leur ego, comme ne pouvant pas prétendre au même bien-être que ceux d'ici, Et ça me permet de vous poser une question par rapport à ce que tu pointes, Jones, donc cette totale insensibilité par rapport à des massacres sur des populations noires africaines. Ma question, pas pour répondre maintenant, parce que je vais tout de suite céder la parole, pour après, comment on réagit, les responsables des institutions, si je pense donc les sciences naturelles, à la demande d'interroger sur la présence du crâne, dans quel discours, parce qu'ils ont bien dû légitimer un peu la présence aujourd'hui, puisque vraisemblablement, si vous n'y étiez pas allé, on peut encore durer comme ça 50 ans, 150 ans, sans que ça ne mette personne en émoi. Et donc, avec quel discours est-ce qu'ils ont justifié le fait que c'était encore ici aujourd'hui? Donc, ça, c'est une question pour après. Je pense à la direction des sciences naturelles, mais peut-être aussi même à l'intérieur de la rédaction Paris Match, comment les gens ont reçu le sujet. Est-ce qu'il y a eu quel feedback du lectorat qu'est-ce que ça a provoqué? Donc maintenant, je propose peut-être de donner la parole à Olivier Moukouna sur la question du traitement médiatique, non-traitement médiatique. Merci. Voilà. Ok. Moi, je voudrais d'abord remercier Bruxelles Panthère d'organiser cette conférence qui, malheureusement, ne suscite pas encore le mouvement de fou que ça devrait faire, mais un jour ça viendra. Et donc je vous remercie tous d'être là et d'avoir répondu présent. Vous avez entendu, je dirais une partie, parce qu'il faut évidemment faire court, une partie de l'enquête de Michel, une grande partie. Il va répondre à la question de Véronique bientôt. Et puis là, je viens d'entendre avec Joad John, qui a mis le point sur moi quelque chose qui me, en tant que journaliste de formation, journaliste depuis 20 ans, me met en colère. C'est cette absence totale de reprise médiatique de l'enquête de Michel Bouffier. Cet article est sorti dans Paris Match le 22 mars dernier. On est bientôt à 2 mois. Et donc près de 2 mois après, cette enquête a fait l'objet en fait d'une reprise vraiment précise d'un article dans La Libre qui fait partie du même groupe que Paris Match.
Donc un article. À part ça, aucun média belge, francophone, flamand n'en ont parlé. Alors, moi, mes questions, enfin, j'avais deux questions qui sont simples et qui sont toujours d'actualité 2 mois après. C'est pourquoi aucun média n'a-t-il voulu répercuter cette affaire qui me semble, et j'espère qu'il vous semble aussi, d'intérêt national? Et pour quelles raisons ce sujet qui est éminemment journalistique, qui interroge à la fois l'histoire, d'accord, mais aussi le monde politique et les citoyens de qu'est-ce qu'on va faire de ce crâne, et bien pourquoi, pour quelles raisons ce sujet passe sous les radars d'une majorité de médias francophones et flamands. Alors, non seulement donc ça passe pas, mais d'un point de vue journalistique, il faut bien que j'attire votre attention sur le fait qu'il y a 2 points où on ne comprend pas pourquoi ça passe pas. Parce que dès que l'enquête de Michel Bouffiou est sortie, je dirais donc le 30 mars dernier, une semaine après, la secrétaire d'État de la politique scientifique de notre gouvernement, Zuhal Demir, qui est compétente pour les établissements scientifiques fédéraux comme l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique, où se trouve le crâne de Lusinga, elle s'est prononcée, et elle s'est rapidement prononcée sur le sujet, et je vais vous lire exactement, enfin, le résumé de ce qu'elle a dit dans Paris Match. Nous ne sommes pas responsables de ce qui s'est passé il y a plus de 100 ans, mais nous le sommes de ce que nous faisons de ces restes humains aujourd'hui. Clairement, ces crânes ne sont pas des objets de musée, ce sont des restes de personnes identifiées. Parce qu'il n'y a pas que Lusinga, il y a des crânes. Nous leur devons le respect. Dès lors, si une famille congolaise apparentée devait les réclamer, je serais favorable à une évolution du cadre légal afin de permettre leur restitution. Donc ça, pour les médias en général, c'est un membre du gouvernement qui s'exprime sur une enquête journalistique. Ça ne fait l'objet d'aucune reprise. À plus forte raison encore, lorsque le 20 avril dernier, 6 présidents de parti, Elio Di Rupo du PS, Olivier Chastel du MR, Olivier Maguin de DEFI, Peter Martens du PTB, Patrick Dupriel d'Écolo et Benoît Ludgen du CDH, se rejoignent tous favorablement pour, je cite, le principe d'une restitution des crânes de la collection Storm, dont celui du chef Lusinga. Alors, en conséquence du regard, enfin au regard du fonctionnement de notre démocratie représentative, on peut au moins observer une majorité politique pour débattre des suites politiques à donner sur le résultat d'une enquête journalistique. Alors, question centrale, qu'est-ce qu'il faut d'autre pour susciter l'intérêt des médias de presse écrite et audiovisuelle? Sur n'importe quel autre sujet, quand 6 présidents de parti s'expriment, quand un membre de l'exécutif, notre exécutif actuel aujourd'hui, s'exprime, normalement, ça ne va peut-être pas faire l'objet d'un direct d'RTBF ou d'RTL, mais ça ferait l'objet d'articles de presse qui eux-mêmes feraient finalement l'objet d'un sujet dans le JT de 20h. Ici, de 19h30, pardon. Ici, rien. 19h et 19h30. Alors, je vais encore vous donner 2 petits exemples pour vous expliquer pourquoi je suis en colère. En général, les médias, moi ça fait 20 ans que je travaille dans ce secteur difficile, eh bien les médias sont en général attentifs à la concurrence. Et ils lisent, ou ils ont des journalistes qui sont attachés à lire ce que font les autres. Quels sujets ils ont trouvé qu'ils n'ont pas trouvé, quels sujets ils ont couverts qu'ils n'ont pas couverts. Donc à l'heure d'aujourd'hui, et même en fait il y a déjà 2 mois, donc le 23 mars pour être précis, tous les médias dont je vous parle étaient au courant de l'enquête de Michel Bouffiou. Même des journalistes l'ont lu. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces réunions de rédaction pour qu'ils n'en fassent rien? Bon, on ne le saura pas, et à mon avis, on ne le saura que dans 135 ans peut-être aussi, mais en tout cas pas aujourd'hui. Mais c'est encore plus, entre guillemets, révoltant, parce que finalement,
dans la perspective de la place Lumumba, eh bien les médias audiovisuels, et surtout les RTBF et RTL TVI, font des sujets sur la colonisation. Par exemple, je vais prendre celui de la RTBF sur la première, à une heure quand même de grande écoute pour la radio, c'est-à-dire sur l'heure du midi. Le sujet, c'était un débat, c'était colonisation belge, le grand tabou, point d'interrogation. Et dans ce débat d'une heure, on a, enfin, ni la journaliste, enfin, évidemment, mais la journaliste n'a jamais cité l'enquête de Michel Bouffiou. Et en fait, c'est un des intervenants qui était présent là qui a cité ce nom en disant, d'ailleurs, je vous ramène à l'enquête de Michel Bouffiou qui est sortie dans Paris Match. La journaliste l'a directement arrêté et a sauté à la question suivante, parce que soi-disant, ils n'avaient pas le temps. Ils étaient au milieu du débat, ils avaient tout à fait le temps de développer un tout petit peu ce que vous avez appris ce soir, ou en tout cas ce que vous aviez déjà vu peut-être avant, et qui n'est pas enseigné dans nos écoles, qui n'est pas enseigné dans nos universités, qui est, et même d'un point de vue simplement journalistique, ça s'appelle une exclusivité. Alors je sais que ce mot est très galvaudé, mais en l'occurrence, Michel Bouffiou, en exhumant des faits historiques qui existaient mais dont personne ne parlait, à part un spécialiste américain qui a écrit son livre en anglais, il a effectivement exhumé une sorte d'exclusivité historique et, je rappelle, contemporaine, dans le sens où ce crâne est toujours là, 134 ans plus tard. Et là, c'est notre responsabilité à tous, citoyens, politiques, activistes, associations, de savoir qu'est-ce qu'on va en faire. Et je rappelle encore que la secrétaire fédérale, la secrétaire d'État fédérale, a donné une perspective. Elle a dit qu'elle était prête à être favorable à une modification du cadre légal pour que ces restes humains, et peut-être plus, on ne sait jamais, ces statuettes, enfin tout ce qui a été pillé, soient restitués si la demande en était faite à partir du Congo. Deuxième exemple, pour que vous compreniez bien, c'est l'exemple de RTL sur la place Lumumba. Alors là, de nouveau, une fois de plus, il y a un débat, c'était dimanche passé, c'était il n'y a pas longtemps, il y a un débat sur la place Lumumba parce que, vous voyez, ici, dans ce pays, il y a des gens qui ne sont pas contents qu'il y ait cette place, qui trouvent qu'on ne peut pas donner une place, le nom d'une place belge à un terroriste, etc., etc. Et donc, il y avait deux représentants de ce genre de courant colonialiste qui étaient venus dire tout le mal qu'ils pensaient de Lumumba et de l'initiative, etc., tout en reconnaissant qu'ils ne pouvaient rien y faire, en face du bourgmestre de Bruxelles, qui estimait qu'il fallait au contraire pacifier les choses, etc., etc. Tout ça, c'est très bien, mais finalement, à nouveau, encore une fois, alors qu'on est tout proche de la colonisation, enfin, on est sur le sujet de la colonisation, alors que finalement, Christophe de Borsu, le médiateur animateur de ce débat, est au courant de l'enquête de Michel Bouffiou, l'a reçu, cette enquête, et de toute façon ils sont abonnés à Paris Match, donc ils l'ont vu, mais à nouveau, il n'estime pas nécessaire de comprendre qu'avant même Lumumba, il y a eu Lusinga. Et donc, c'est encore plus nécessaire qu'il y ait une place Lumumba, et que son cadrage même de débat était faussé, était vicié, dans le sens où c'est pas... On ne va pas donner encore, entre guillemets, la parole ou l'argumentaire intéressant à des gens qui l'ont depuis 135 ans et qui en plus nous empêchent de parler, pour nous en tout cas qui voudrions ou qui souhaiterions, et je me mets dedans, souhaiterions décoloniser cette société et en tout cas aller vers une perspective décoloniale ensemble de matière multiculturelle évidemment. Alors, la question de savoir pourquoi les positions de 6 présidents de partis francophones, dont en général, je le rappelle, les médias suivent faits et gestes, donc quand un président de parti ici parle, on n'est pas vraiment dans une démocratie, on est dans une particratie, surtout du côté francophone, mais aussi néerlandophone, et un président de parti, je veux dire, voilà, c'est quelque chose, c'est même parfois plus important qu'un ministre. Bon, ces 6 présidents de parti se positionnent unanimement sur une possible restitution du crâne de Lusinga. Pourquoi ça n'intéresse pas les médias? Et là, je vais revenir vers ce que John a dit. C'est mon hypothèse de réponse, puisque ce serait bien de pouvoir les interviewer, de pouvoir essayer de connaître leurs motifs exacts. Mais quand moi j'ai essayé d'interviewer la
la journaliste, ma consoeur, donc médiatrice du débat sur colonisation belge, le grand tabou à la RTBF, ils vous prennent pour un con, en fait. Quand vous posez votre question, ils vous prennent pour un con. Donc par exemple, moi, on m'a dit, oui, mais vous savez, vous devez comprendre quand même, ce débat, c'est pas que pour les afro-descendants, il faut pouvoir parler à tout le monde. Donc c'est-à-dire que les afro-descendants peuvent comprendre le crâne Lusinga, mais quand on n'est pas afro-descendant, on ne peut pas bien comprendre, il faut utiliser d'autres termes, en fait, il faut censurer, voilà, c'est ça la vérité. Et donc, voilà, elle me parlait à la limite comme si je n'étais pas un journaliste, avec des arguments vraiment, enfin, bon, que je vais vous passer. Mais voilà, pour revenir à ce que disait Jones, dès qu'il s'agit de Lusinga, dès qu'il s'agit du passé colonial, et dès qu'il s'agit des citoyens afro-descendants activistes, ou en tout cas qui refusent un simple discours officiel, ça n'intéresse pas les médias francophones. Et ce qui se passe avec l'enquête de Michel Ouffiou, qui devrait être médiatisée, le montre, enfin voilà, démontre au-delà de toute mesure, moi je trouve. Alors, j'ai encore un peu de temps ou je ne m'en ai plus? 5 minutes. 5 minutes, d'accord. Alors, donc voilà, moi je voudrais encore souligner le fait que force est de constater que la majorité des médias persistent à boycotter une enquête digne d'intérêt public et une enquête qui permettrait d'ouvrir vraiment, parce qu'on dit que c'est ouvert, on dit que c'est décolonial, on dit que c'est décolonisé, on voit bien en ignorant ce que Michel a exhumé que ça n'est pas le cas. Si c'était vraiment ouvert, si c'était vraiment décolonial, eh bien, ça fait longtemps qu'on serait vraiment informé des horreurs et des boucheries qu'a fait Émile Storm. Donc, et qu'on serait au courant du nom de Lusinga, dont même chez les afro-descendants, personne ne sait qui c'est. Donc, force est de constater que la majorité de ces médias persistent à boycotter le sujet, à ne pas le traiter en temps et en heure, j'insiste, ça c'est scandaleux aussi. À partir du moment où il y a une enquête exclusive qui sort, le boulot journalistique, la déontologie journalistique, c'est pas d'attendre 15 jours, une semaine ou un an, c'est de tout de suite appeler Michel Ouffiou et commencer à chercher, commencer à voir est-ce qu'il a raconté des conneries ou pas, est-ce qu'on peut relayer ou pas. Voilà, et appeler l'Institut Royal, appeler qui vous voulez, mais voilà, faire son boulot. Donc ils ne le font pas en temps et en heure, ils ne font pas leur travail, et ils ne répercutent pas des informations qui ont pourtant poussé un membre de l'exécutif et 6 partis à se positionner. Eh ben, moi je le dis en pesant mes mots, c'est du jamais vu. En tout cas moi je ne l'ai jamais vu en 20 ans de journalisme, un tel refus de médiatiser un sujet, de médiatiser une enquête. Et là-dessus, bon, voilà, j'ai envie de dire que c'est souvent des riches particuliers ou des puissants notables ou des politiques influents qui tentent d'enterrer ou de censurer des informations dites dérangeantes. Et sur Lusinga, il faut que vous soyez bien conscient que ce sont les médias. Ce n'est pas les politiques. Parce que les politiques ont compris, comme John le soulignait, qu'à un moment donné, on ne peut qu'être horrifié par rapport aux faits exhumés et à la manière dont, quelque part, ils font encore lien avec notre actualité aujourd'hui. Alors moi, je ne fais pas souvent ça, et on n'est pas très nombreux, mais on est quand même là. Je vous invite à harceler ces médias. Je vous invite à leur écrire, je vous invite à leur demander pourquoi une enquête qui a été diffusée dans Paris Match, un hebdomadaire qui, à ma connaissance, n'est ni d'extrême droite, ni je ne sais pas quoi, c'est un hebdomadaire populaire qui a son électorat et qui est élu. Pourquoi cette enquête, ils ne la reprennent pas, ils ne la diffusent pas, alors que par ailleurs, ils font des sujets sur le passé colonial, mais sans jamais citer ce que nous pourrions faire de ce crâne, ou ce que nous pourrions demander à nos autorités, quelle suite politique elles peuvent donner à ce sujet. Voilà, je vous remercie. Merci Olivier. Est-ce que, une question que je te pose, est-ce qu'on est là face à un boycott ou est-ce qu'on est là face à une incompétence aussi?
c'est une question que je pose à force de déni, à force de ne pas regarder ce passé colonial, à force de tourner le regard. Est-ce qu'il n'y a pas non plus une incapacité qui s'est imposée en fait, face à ces questions-là, avec du coup un effroi sur comment est-ce qu'on fait pour traiter un sujet pareil, parce que il y a plein de dimensions. Mais voilà, j'ouvre, et aussi, peut-être Thomas, justement, l'intervention vient bien ici. La Belgique, en général, elle suit les autres pays. Hein. Et là, on avait avec la France que Macron vient de composer une commission. Ça ne donnerait pas que la Belgique, elle préfère voir ce qui va se passer en France ou ailleurs avant de se positionner, parce qu'elle a un côté très frileux. Surtout pas être le pays qui va prendre une initiative au niveau européen. Donc, voilà, c'est une question que je pose, donc il reste un petit peu calfeutré derrière une position hyper passive, parce que c'est trop quoi, c'est lourd. Maintenant, je te donne la parole sur la question du coup de ces processus de rapatriement. Comment est-ce qu'on pense cette question, voilà, comment est-ce qu'on l'aborde? Alors, un remerciement d'abord à tout le monde d'être là, et un grand merci à Michel Bouffiou d'avoir fait ce travail de sniper, parce que c'est pas un africaniste, c'est pas quelqu'un qu'on attendait sur ces questions-là. Et moi j'étais très touché du fait que ça vienne justement de Michel Bouffiou, qui est pas n'importe qui dans la presse, que ça pouvait donner une autre coloration à cette pièce à conviction, parce que c'est une pièce à conviction qui cache toute la partie de l'iceberg de la violence coloniale. Et donc, je pense que c'est le début d'un long processus. Et derrière le Zinga, il y a l'occultation de toute une barbarie coloniale. Et vous voyez, toute une génération qui vit cette crise du récit national. C'est-à-dire que on découvre tout à coup qu'il y a eu des horreurs qui ont été commises il n'y a pas si longtemps, que dans nos placards il y a encore des cadavres, et que la famille royale a du sang sur les mains. Hein. Et donc ce sont des choses dont on ne sait pas quoi faire, en tout cas quand on a 20 ans, on a une sorte de révolte tout à fait légitime, et l'affaire Le Zinga arrive à un moment où on a justement à se débattre avec cette question du récit national. Et donc, c'est intéressant de voir ce qui se passe dans les autres pays. Et moi, j'ai envie de prendre deux cas, qui sont les États-Unis et l'Afrique du Sud. Mais avant de parler des États-Unis, je voudrais reparler de la réaction de la directrice du Musée des sciences naturelles, qui dit, voilà, on pourrait faire des tests ADN pour voir s'il y a des descendants de la famille de Zinga, et donc on pourrait identifier l'origine de ce crâne et le rendre à ses dépositaires légitimes. Et on pourrait dire, bravo, formidable, elle a le courage, etc. Pareil avec les réponses des hommes politiques qui vont effectivement se montrer très ouverts en disant, voilà, écoutez, pas de problème, s'il y a lieu de restituer ces vestiges humains, voyons dans quelle mesure on peut faciliter la loi pour que ça se passe. Et donc, Michel Bouffiou, pourquoi il a pointé du doigt, pourquoi il a accusé les gens d'avoir occulté cette histoire, etc., si la classe politique se montre si favorable justement à la restitution. Sauf que le bémol, c'est que c'est facile pour n'importe quel homme politique qui a envie de faire un discours politiquement correct, de ne pas dire, écoutez, je suis un gros raciste, je ne veux absolument pas que ces vestiges retournent, et endosser le discours justement qu'il y avait encore dans les années 50, en disant que c'était des contrées peuplées d'anthropophages, hein, qu'on a été là pour combattre la maladie du sommeil, que ces gens étaient là pour se battre contre l'esclavagisme arabe. Et dans tous les récits coloniaux, y compris les récits de Stanley d'ailleurs, il y a la voix du subalterne, c'est-à-dire la voix de l'Africain, on ne l'entend pas.
Hein. D'ailleurs, c'est une histoire de garçons là-dedans aussi. Hein. C'est que des hommes d'ailleurs qui eux-mêmes ont voyait par exemple comment Stanley dans son journal parle de typotype, qui est l'esclavagiste par excellence. Storm, Stanley, tous ils veulent trafiquer avec lui. Ils veulent lui acheter son ivoire. Ils veulent partager la part du gâteau avec lui. Il a une admiration presque amoureuse pour la personne de type, hein, qui certes a du sang africain, mais il a cette espèce de noblesse arabe, etc. Et donc, je pense que Michel Bouffieux nous montre que cette littérature, elle est disponible. Hein. Ce sont des livres, les gens qui disent on nous a occulté, on nous a caché des choses sur l'histoire coloniale, ce n'est pas vrai. Ces gens ont signé leur acte, ils ont écrit, ils savent ce qu'ils font ce qu'ils disent ce qu'ils ont fait. Hein. Et donc ils signent, effectivement. Mais ils sont dans une logique, évidemment, d'expansion coloniale. Ils sont dans une logique, en réalité, de toute l'histoire du capitalisme. Hein. Et c'est très intéressant de voir tous les liens qu'il y a entre cette période et la situation actuelle du monde. Et moi, je suis très touché aussi par cette indifférence qui est très obscène par rapport à l'histoire coloniale. C'est-à-dire que vous venez avec un sujet, le génocide du Rwanda, vous venez avec l'impossible décolonisation, mais vous avez devant vous le mur d'indifférence. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un sujet urgent pour la plupart des gens. Mais comment faire que ça devienne un sujet urgent? Alors, allons voir ailleurs comment les minorités arrivent à mettre dans l'agenda politique des questions essentielles, comme celle-là. Alors, aux États-Unis, au début des années 90, il faut savoir que dans les pays anglo-saxons, ce que nous, on appelle ici le communautarisme, ce n'est pas quelque chose qui est combattu, c'est quelque chose qui est encouragé. C'est-à-dire qu'on défend ses intérêts dans sa communauté. La communauté est l'espace dans lequel on va pouvoir se réaliser en tant que citoyen. Or, en France, en Belgique, alors que nous sommes un État où dans la Constitution il est marqué qu'il y a des communautés, organisées en communautés, on ne peut absolument pas se revendiquer d'une communauté. Hein. En France, on dit qu'on a une république unie, on doit surtout s'assimiler au modèle républicain, etc. Mais aux États-Unis, on ne voit pas du tout les choses comme ça. Donc, au cours des années 90, on voit, parmi toutes les revendications des minorités, la question de la représentation symbolique au sein des musées. La question de la possession qu'il y a dans les musées américains des restes des Amérindiens. Il y avait des centaines de milliers de restes humains et les Amérindiens se sont emparés du droit pour justement attaquer les musées américains. Et ils ont gagné d'obtenir cette restitution d'objets culturels, de certains espaces sacrés. Et on a vu là un conflit entre les scientifiques, les communautés amérindiennes et l'État américain, dans lequel on avait des intérêts tout à fait différents, des intérêts irréconciliables. Mais ils sont quand même parvenus à établir un dialogue apaisé. Donc on a beaucoup à apprendre de ce qui s'est passé aux États-Unis. Alors, les Amérindiens, lorsqu'ils récupéraient par exemple des céramiques, il est arrivé qu'on les mette devant des bulldozers, qu'on les écrase. Pour l'archéologue, c'est une hérésie. C'est un objet qui fait partie du patrimoine de l'humanité, qu'on ne peut absolument pas, c'est un bien inaliénable, etc. Mais pour les Amérindiens, ce sont des objets qui étaient déposés dans des cimetières, qui ne faisaient plus partie du monde des vivants, hein, qui faisaient partie du monde des morts. Donc ce sont des objets qui ne doivent absolument pas revenir dans notre réalité. Donc on se rend compte qu'il y a des conceptions tout à fait différentes de ce qui est un membre de la communauté. Pour les Amérindiens, un objet peut être un membre de la communauté. Et donc ça, c'est irréconciliable avec la conception du scientifique, de notre musée, de l'État américain. Autre différence qu'il y a entre notre monde et le monde anglo-saxon, c'est que l'autodétermination ce qu'on appelle les Native Americans, hein, c'est quelque chose qui est vraiment scellé dans la loi. Hein, même si les Indiens sont dans leur réserve, ils ont des prérogatives sur l'éducation, ils organisent leurs propres universités, ils ont des casinos pour recueillir des fonds pour pouvoir subsidier leurs projets, etc.
Et donc, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les restes des Amérindiens aujourd'hui, en 2018. Alors, juste pour vous montrer, à titre d'exemple, on a exhumé, il y a quelques années, des restes d'un individu qui remontait à 9000 ans, à peu près. Et alors, on a, en 1990, voté une loi qui s'appelait la NAGPRA, donc Native American Grave Repatriation, quelque chose. Et cette loi disait que tous les musées devaient faire l'inventaire des restes humains qu'ils possédaient et d'essayer d'identifier les communautés auxquelles ces restes humains appartenaient et de les restituer à la communauté qui la réclamait. Or, on trouve cet individu de 9000 ans et il y a un homme de loi qui dit, écoutez, il y a 9000 ans, on ne sait pas qui vivait sur ces terres. Et donc les communautés qui vivent là depuis 500 ans ne peuvent pas du tout revendiquer un individu dont elles ne peuvent pas prouver qu'ils y sont affiliés. Et donc là je reviens à l'histoire de l'ADN de la personne du musée des sciences naturelles qui dit mais on a trouvé où est la famille de Luzinga. Sauf que ici on est dans un système symbolique. C'est pas Luzinga en tant que père, en tant que chef de tel village. Hein. C'est une question éthique. Hein. Et donc, pour elle, elle veut se débarrasser d'un problème. Évidemment, la loi permet de se débarrasser d'un problème. Or, nous devons réfléchir à comment vivre ensemble avec cette histoire. Hein, comment éduquer nos enfants avec cette histoire. Comment, dans 100 ans, on va parler de l'histoire coloniale. Donc, ce n'est pas tout de résoudre le cas Luzinga. Mais c'est de décoloniser la langue, décoloniser les mots, décoloniser les rapports sociaux, décoloniser notre espace, décoloniser la géographie, l'économie. On a du pain sur la planche. Donc, moi je pense que les choses ne font que commencer. Et là, je me tournerai vers l'Afrique du Sud, où on a vécu 100 ans d'apartheid pratiquement, et on a créé ce système dégueulasse de développement séparé, qui niait l'humanité d'une partie de la population d'Afrique du Sud. À la fin de l'apartheid, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que l'ANC a dit, voilà, on ne va pas massacrer tous les Blancs, jeter leurs cadavres à la mer. Hein. Ce serait une erreur dramatique de se dire, tiens, on prend le pouvoir et on commence à persécuter nos persécuteurs d'avant. Comment construire une nouvelle société avec nos bourreaux, avec nos anciens bourreaux? Ils ont fait cette commission réconciliation. C'est un modèle pour le monde entier. Le courage qu'ils ont eu de se mettre en face, c'est que tout le monde avoue ses crimes. Il y a eu des larmes, il y a eu des crises de nerfs, il y a eu... À l'arrivée, c'est que on pense que toutes ces séances cathartiques, en réalité, aboutissent à une radicalisation encore des positions. C'est-à-dire que les lignes ne bougent pas tellement. Dans le sens où les Noirs vont être encore plus convaincus que les Blancs ont le racisme dans leur ADN, que ça ne changera jamais, c'est impossible, que le complexe de supériorité qu'il y a chez le Blanc moyen, etc., c'est quelque chose qui lui est intégré, qui fait partie de son... Voilà. Donc il y a toute une série d'atavismes insupportables, insurmontables. Mais tentons quand même la chose. Et il y a un endroit que je vous invite à visiter si vous êtes en Afrique du Sud, qui est le musée de l'apartheid. Et le slogan du musée de l'apartheid, c'est « Maintenant, l'apartheid est là où il doit se trouver, dans un musée. » Une chose qui est dans un musée, c'est une chose qui est morte. C'est une chose qui n'est plus dans le réel. Et lorsque vous entrez au musée de l'apartheid, vous avez deux tickets. Un ticket pour blanc, un ticket pour noir. Et vous faites la visite pour vous rendre compte de ce qu'est l'apartheid du côté des noirs, du côté des blancs. Vous vivez, vous expérimentez quelque chose. Donc, nous, qui vivons dans notre espace européen, nous avons beaucoup à apprendre du modèle américain, qui est un modèle, il faut vous rappeler qu'aux États-Unis, il y a chaque année la fête de Martin Luther King, qui est un jour férié, et qui a eu le président Obama qui a dirigé ce pays. Donc c'est quand même un pays qui a démontré une grande capacité de résilience et une grande capacité de ressources de transformation sociale. Et nous avons beaucoup à apprendre de ces modèles, et nous devons beaucoup inventer. Et moi, je ne crois pas du tout
à la légitimité des personnes qui nous dirigent. Regardez, qui est au pouvoir en Belgique en ce moment? Moi, je pensais qu'avec un gouvernement de droite, mais vraiment nationaliste, il y aurait une manif tous les jours. Mais pas du tout. Tout se passe, c'est le calme plat depuis que ces gens nous dirigent. Donc, je pense qu'il y a vraiment une révolution à mener au niveau des représentations, une révolution de notre système symbolique, et le domaine de la culture est essentiel. Et il ne faut pas penser que les politiques vont avoir des solutions pour nous. Il faut vraiment imaginer les scénarios. Il faut commencer à écrire le scénario de cette restitution des vestiges. Le scénario de comment on va rebaptiser les noms des rues. Voir le boulevard Général Jacques, qui était le Général Jacques. L'avenue Chaltin, le colonel Chaltin, qui était le colonel Chaltin. Aussi un ami de Storms. Qui était le Marinel, qui était le baron d'Anis, il y a énormément de noms de rues de Bruxelles, énormément de plaques. Regardez sur l'école Ernest Richard à Etterbeek, il y a une grande plaque qui dit « À tous les Éterbeekois morts pour la civilisation au Congo ». Et donc, on a énormément de travail pour déboulonner autre chose que la statue de Léopold II. Donc, aujourd'hui, n'importe quel homme qui veut se rendre célèbre va jeter un pot de ketchup sur la statue de Léopold II. Donc, je trouve ça un peu facile, parce que la tâche est beaucoup plus rude. C'est un processus auquel il faut s'atteler avec énormément de courage. Et voilà, moi, c'est pour ça que j'ai accepté de participer à cette rencontre et que j'ai beaucoup apprécié cette enquête extrêmement fouillée qui agissait un peu à la façon d'un sniper, de manière assez inattendue, comme ça, où j'étais une sorte de caillou dans la mare. Mais je pense que c'est un début et que moi, je veux bien participer à ce laboratoire pour inventer le canal par lequel donc, on va restituer des choses et créer construire un nouveau commun. Voilà. Bravo. Merci Thomas et merci aux trois intervenants. All power to the people. All power to the people. All power to the people. All power to the people.